Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Ben de chez PopSync, ici dans les locaux de Snowflake. Merci d'être avec moi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, Ben? Déjà, merci de me recevoir. Donc moi, c'est Benjamin, je suis un des deux cofondateurs de PopSync. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de PopSync? Oui, donc PopSync, nous, on est une plateforme de gestion, donc on est spécialisé dans le mouvement de données. On est sur la partie, en fait, réponse à la question comment est-ce que ma donnée arrive dans mes outils? Comment est-ce qu'elle arrive dans mon data warehouse? Comment est-ce qu'elle arrive dans mon CRM? C'est vraiment la partie capture, réplication temps réel. D'accord. Donc vous récupérez des données de plein de sources différentes et vous allez les pousser vers une data warehouse. Ok. C'est un type d'outil, les outils de réplication qu'on voit quand même assez fréquemment sur le marché. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, il y a un problème qui n'est pas résolu et nous on veut le résoudre à notre façon? Alors, ça vient surtout d'une grosse frustration avec tout l'aspect opérationnel et l'exploitation vraiment opérationnelle de la donnée. D'accord. Donc, quand on commence à servir les utilisateurs métiers, on se retrouve sur des cas d'usage qui sont plus ceux du reporting historique en fait, où en fait c'est un peu regarder la météo d'hier, c'est se dire qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières périodes. Là, on est vraiment sur l'exploitation. Quand on est sur les outils classiques, on ne peut pas servir vraiment ces cas d'usage-là. On se trouve un peu pris en porte-à-faux entre l'ETL/ELT traditionnel, c'est des paradigmes des années 70, qui est le copier-coller un peu généralisé. Sur l'opérationnel, c'est pas suffisant. On est vraiment sur comment est-ce que je vais déjà capturer depuis mes systèmes de production de la manière la plus efficace possible, parce qu'un gros copier-coller, ça peut vite faire tomber la prod. Et comment est-ce que je vais la servir avec la latence la plus faible possible pour justement pouvoir après la déverser dans les cas d'usage métier et potentiellement même le client final. Est-ce qu'il y avait des cas d'usage métiers ou des secteurs où il y avait particulièrement un problème là où vous avez pu commencer à travailler? Comment ça a commencé au final, PopSync? Oui. Alors moi je viens du secteur de la logistique, mobilité, vraiment les opérations. C'est ça les opérations, donc c'est faire bouger des objets concrètement de A à B et suivre ces objets. C'est un exemple d'application, parce que là on est vraiment sur du transactionnel ou même finalement l'objet en lui-même est une transaction. C'est faire recevoir un objet, une livraison, tout ça c'est vraiment de l'opérationnel. D'accord. Et sur ces cas d'usage-là, moi c'est ce que j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma carrière data, c'était surtout comment est-ce qu'en fait on passe de cette exploitation un peu Excel, BI à je vais en fait amener de la valeur directement sur le floor en fait. Ouais. Donc et ça pour le coup c'est je l'ai vu quand j'étais chez Amazon dans mes premières années et puis je l'ai vu aussi chez Sixt par la suite. Donc on est sur en fait on est vraiment sur comment est-ce qu'on livre la valeur jusqu'en bout de chaîne. De notre point de vue, donc de chez Snowflake, c'est un problème qu'on traite aussi de façon assez fréquente. C'est-à-dire qu'en général, l'utilisation de Snowflake, ça commence sur le reporting d'hier. Donc en gros, on ramène des données sur tout ce qui s'est passé jusque la journée d'hier, tous les jours dans Snowflake. On fait un reporting dessus, on fait une analyse, et puis on prévoit un peu ce qui va se passer devant. Et faire du reporting opérationnel, c'est un challenge qu'on traite avec nos clients assez fréquemment. On développe aussi des outils pour ça, c'est-à-dire une fois que les données sont dans Snowflake, d'être capable de faire tes transformations rapidement, de maintenir tes rapports à jour et de pouvoir aller effectuer une action en ayant les 5 minutes, en ayant la minute, pour répondre à un problème qui s'est passé dans le business. Donc c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, ça change. J'imagine que vous aussi, vous voyez ces changements chez PopSync. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment change par exemple le marché avec vos clients? Quels sont les connecteurs sur lesquels vous travaillez, ceux qui ont été développés au fil des années? Complètement. Nous, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime beaucoup aussi travailler avec Snowflake, c'est qu'on le voit sur certaines innovations comme les Dynamic Tables, c'est un truc vraiment super. Nous, ce qu'on voit souvent en fait avec les clients PopSync, c'est qu'on commence souvent quand même sur du reporting. C'est le premier cas d'usage, c'est de toute façon l'ingestion. C'est comment est-ce qu'on fait venir la donnée référentielle dans, on va dire, son milieu analytique souvent. Ça, c'est la première partie. La difficulté avec ça, c'est que, en fait, une fois qu'on l'a dans cette espèce de powerhouse qu'est l'analytique, c'est, on commence avec ce qui est l'existant, le reporting, et ensuite on arrive à oui, mais en fait, la valeur, elle est pas vraiment dans le reporting, c'est pas actionnable. C'est pas actionnable. Comment prendre une action dessus de façon automatique, Exactement. Et, au début, on a commencé sur de l'ingestion, on va dire, relativement classique. Et on s'est retrouvé un peu malgré nous dans le mainframe. Au début, on avait vraiment cette mentalité de
startup de la moderne data stack, le mainframe, ce n'est pas nous. Et en fait, le marché nous a rattrapés. Il y a un vrai challenge là-dessus. Il y a une donnée dans les mainframes, et un de nos connecteurs les plus plébiscités aujourd'hui, c'est DB2 sur AS400. Okay. Qu'on ne croise pas tous les jours, mais nous, en tout cas, on sait très bien le faire. Et en fait, on s'est retrouvé vraiment là-dedans parce que c'est de la donnée qui a une très très forte valeur, qui est critique pour les opérations. Mais c'est difficile d'aller la rechercher en général. C'est des mondes qui se marient pas trop. Hein. Ce qu'on voit, c'est que les équipes qui s'occupent de la data et les équipes qui s'occupent du système central d'information, en général, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes personnes. Donc, dans la DSI et puis dans les équipes data, c'est pas les mêmes personnes. Et en général, il n'y a pas toute la collaboration qu'on voudrait avoir. C'est-à-dire ouvrir le réseau du mainframe directement vers le cloud pour que Snowflake puisse récupérer les données. C'est souvent assez difficile. Oui, ça demande des connaissances assez différentes, ça demande des considérations différentes. On ne se connecte pas à une AS400 n'importe quoi. C'est critique. Il y a des considérations aussi bien en termes de performance, en termes de load, auxquelles il faut faire très attention. On croise beaucoup d'outils qui disent bon bah voilà, ça c'est notre IP, whitelist dans le firewall, et puis voilà, c'est bon. Ça se fait pas. Tu veux faire tomber la prod en fait et faire une grosse requête select star sur une table et voilà. Donc pour se connecter, il faut savoir le faire. Pour déjà ne serait-ce que pour arriver à la machine. Nous, il y avait des connaissances à internaliser sur le réseau. En fait. C'est pas juste ouvrir le firewall et puis on fait sortir les données comme ça. Exactement. Ce qu'on avait déjà, mais qu'on savait pas en fait que ça apportait autant de valeur en fait au projet, c'est qu'on a des bonnes connaissances réseau. Quand on se connecte à une AS400 sur site, c'est du VPN, ça passe par le protocole IPsec, c'est vraiment, on parle avec la DSI, on parle le langage de la DSI, et c'est des choses qu'on ne savait pas à quel point en fait ça aurait de la valeur, et du coup ça nous aide beaucoup pour ce qui est de faire cette espèce de pont entre le monde de la data qui lui a un vrai besoin en termes de livraison de valeur auprès de ses propres clients, internes et externes, et le monde de la DSI qui lui a des priorités qui sont celles du produit. La stabilité de la DSI en interne. Tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare. Hein. Je vois vraiment d'autres technologies qui font ça, d'autres partenaires qui sont capables de faire ça. Et en général, c'est souvent un pain point. En fait, on n'est pas capable chez Snowflake de bien répondre à la question de comment j'intègre mon mainframe, mon S400 avec Snowflake. Récemment, on a mis en ligne une connexion pour un gros acteur logistique qui lui avait un besoin de connecter son back-end directement vers du Snowflake. Donc c'était vraiment comment est-ce que je mets en place un transport de données depuis des AS400 directement vers Snowflake pour ensuite faire une analytique à très faible latence et justement pouvoir remontrer ces métriques directement dans les opérations. Donc là on est sur un cas de non seulement il y a le reporting, parce que si la donnée est fraîche, rien n'empêche d'avoir les petits tableaux sur lesquels vous avez noté les performances de la veille, mais surtout en fait on est passé à l'étape d'après, ce qui est souvent en fait un truc avec les clients qu'on a avec PopSync, c'est qu'au début ça commence par le reporting, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais ça s'étend assez rapidement vers les usages opérationnels et comment est-ce qu'on livre de la valeur directement au métier. Et eux, c'est ce qui s'est passé en fait, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont été capables de livrer notamment des KPI beaucoup plus opérationnels directement sur les floors. Et ça en fait, ça a livré de la valeur directement jusque dans les métiers. Donc là, on est sur une dimension de la valeur qui n'est plus juste comment est-ce que, alors notamment les fonctions centrales qui peuvent finance ont une visibilité sur le passé. On est vraiment sur comment est-ce que les métiers sont capables d'intercepter les erreurs, d'ajuster leur planning durant la journée, en fait, vraiment durant les périodes. Donc concrètement, c'est ça en fait, c'est le planning pour déplacer donc, des paquets, des objets, c'est ça quand il y a quelque chose qui a un retard par exemple, flaguer qu'il y a eu un retard, comment est-ce qu'on va le traiter, c'est ce genre d'opération. Voilà, et la visibilité sur l'inventaire, c'est un problème gigantesque, notamment dans le retail. Retail e-commerce, il y a de nombreux outils qui ont été construits au fur et à mesure des années qui traitent des segments de la gestion de l'inventaire lui-même, que ce soit les retours, que ce soit les stocks e-commerce, les stocks LV, toutes ces choses-là. Et en fait, ces outils ont souvent des deltas quand ils communiquent entre eux. Et là, essayer de clore ces deltas, c'est vraiment un vrai problème en fait. Donc là, quand il y a eu un retour, par exemple, dans le back-end, ça va être enregistré, directement PopSync va récupérer cet événement et le répliquer vers Snowflake, et là on peut faire la partie analytique ou bien faire une action dessus
et directement intégrer ça à un process. Et détecter les out of stock, et c'est être capable de justement réallouer les stocks qui sont potentiellement dans un outil différent, dans un univers différent, et les replacer sur les bonnes commandes. Donc il y a... D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment ça marche concrètement, une démonstration? Je t'avais demandé pour une démo. Bien sûr. Super. Alors, donc là, pour cet exemple, on va aller directement sur une AS400 qui va représenter un système de gestion des stocks. Donc, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble, là, on a une AS400 avec une table d'inventaire. C'est un schéma très classique qu'on trouve un peu partout. Et en parallèle, je vais connecter un CRM. Donc là, on est sur un CRM Atio dans lequel j'ai créé mes orders, donc mes commandes. Et ces commandes, on va aller les analyser en continu, les coupler avec l'inventaire. On va voir un petit peu comment ça se passe dans Snowflake aussi, et puis on va mettre un petit front, une petite application derrière pour justement mettre en avant ces métriques et voir comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées vraiment de manière opérationnelle. D'accord. Donc, là nous sommes dans PubSync. La première partie, ça va vraiment être de connecter les choses. On va chercher à la source. C'est ça. Donc, dans un premier temps, on va chercher ce qu'il y a dans notre AS400. Hop, on est bon. Là, on prend donc notre table d'inventaire et on lance le connecteur. Ça prend quelques secondes à se mettre en place. Donc là, le connecteur est en train de se mettre en place, les ressources sont en train de se lancer, on fait la gestion du schéma, la lecture de la donnée existante. Ce qu'on va faire en parallèle, c'est qu'on va aussi connecter le CRM. Donc le CRM, il est là. Atio. Atio, qui est... j'ai pris celui-là, c'est celui qu'on utilise en interne. D'accord. Qui est un CRM qu'on aime beaucoup. Et là, je prends mon object orders, qui est celui que j'ai montré tout à l'heure, qui contient donc mes commandes. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Là, on voit donc sur Atio, c'est assez rapide. On a donc mon schéma de données, celui qui va être ingéré directement. Si on va voir le flux, on voit qu'il y a déjà eu une lecture de la donnée existante. On va aller voir où en est mon AS400. Donc, dès que tu connectes à la table, en fait, il y a une lecture des données dans la source. C'est du plug and play, donc on peut choisir de l'activer ou non. C'est vraiment, en fait, pour pouvoir synchroniser, nous ce qu'on fait, c'est qu'on on fait une lecture de l'existant, donc une lecture incrémentale. On s'est bien décarcassé pour que ça ne soit pas, il n'y ait pas de database lock lors de la lecture. Du coup, c'est vraiment, créer ce snapshot initial. D'accord, mais il n'y a pas encore de réplication vers une target. Là, on n'a pas encore de target. Non, exactement. Là, on a vraiment juste mis en place cette connexion à la source. Alors, en amont, j'ai mon petit connecteur Snowflake qui a été fait juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer dans Snowflake donc, mon modèle d'inventaire et mon modèle de commande. D'accord, donc là, on a une connexion à la target et on va répliquer deux tables. Exactement. Donc là, en fait, on a fait déjà tout ce qu'il fallait par rapport à PubSync. On va aller directement dans Snowflake pour faire la suite. Là, on a tout ce qu'il faut pour commencer à travailler. On a notre donnée dans Snowflake. On est connecté directement au flux depuis les sources, donc le CRM et la base de données produit qui est la S400. Je vais prendre ma petite casquette de data engineer et je vais mettre en place donc mon reporting et donc toute la partie opérationnelle. C'est vraiment ce que je vais amener sur le consommateur interne. Première chose, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une lecture. Donc ce R, ça veut dire read, c'est littéralement une lecture de l'existant. Pour l'instant, on n'a pas encore fait d'update. Juste en dessous, on va aller voir. Côté CRM, pareil, on a la lecture de l'existant. Donc, je vais mettre en place un petit peu ce qu'on va utiliser pour la suite. La première chose, c'est une table qui permet de recomposer sur la base de mon flux de changement l'état actuel de ma donnée. Moi, j'aime beaucoup les tables dynamiques parce que en fait, elles se prêtent beaucoup à cette espèce de modèle de je n'ai pas besoin d'orchestration, je suis vraiment réactif. On est vraiment dans le flux continu. Donc là, toutes les 1 minute ou moins, tu vas venir mettre à jour la vue actuelle. Exactement. Et on est en mode incrémental.
Ouais. Donc ça c'est extrêmement important, parce que si on fait un scan sur tout ce qu'il y a, ça peut devenir coûteux rapidement, alors que sur de l'incrémental, on est vraiment sur quelque chose de très très optimisé. D'accord. Donc voilà, et on est sur une query de 25 lignes avec beaucoup d'espace, hein. Donc c'est très propre et facile à maintenir. Là c'est ma table d'inventaire. Là on va mettre en place ma table de commande. D'accord. Et derrière moi j'ai deux petites tables, donc une première qui est mes commandes en attente. Donc là on peut le voir sur la ligne 15, c'est toutes mes commandes qui dans le CRM ont un statut received. Donc dès que j'ai reçu la commande, je la considère comme en attente. Ça c'est mis en place. On va aller voir ma table de statut de mon inventaire. Donc cette table-là, elle a pour objectif de me dire, face à mes commandes et face à mon objectif de recommande, où est-ce que j'en suis. Donc, est-ce que j'ai de l'out of stock? Est-ce que j'ai un danger, un risque imminent d'out of stock sur les commandes en cours? Et quelles sont les commandes auxquelles il faut que je fasse attention? C'est une query assez simple, encore une fois, hein, on est sur 27 lignes. Voilà, là, on a une petite architecture qui va nous permettre de faire la suite. J'ai préparé un Streamlit. Qui va être le consommateur du Streamlit dans ce cas-là? Ça peut être aussi bien l'analytique interne que le floor. Okay. C'est-à-dire que la personne côté métier, une app Streamlit, ça peut se distribuer très facilement. Ça permet de créer très facilement des app data et de les distribuer. Là, l'app Streamlit est là. Juste pour qu'on fasse un petit tour dessus, on voit qu'il y a une commande qui a un statut out of stock. Pour une simple bonne raison, c'est qu'on a commandé à 232 unités, il y en a 132 disponibles. Ouais. On voit qu'il y a plusieurs produits qui sont en risque d'out of stock, quelques-uns qui sont déjà en fait considérés comme out of stock, etc. D'accord. Et là, en fait, on va aller voir qu'est-ce que ça donne en live. Alors, pour ce faire, on va faire deux petites updates. La première, c'est qu'on va faire une petite mise à jour de mon inventaire. Ça, c'est l'item qui avait justement les problèmes de stock. On va essayer de résoudre ce problème de stock. Donc on va simuler une arrivée d'inventaire. Hop, j'ai mis à jour. Avec maintenant 1132 éléments dans le stock. Exactement. D'accord. Donc là c'est à jour. Je l'ai fait sur mon AS400. Ok. Côté Atio, j'ai cette commande T001, donc sur le produit T001, et je vais la passer en statut reçu. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble quand on est directement dans PubSync. Dans PubSync, si je vais voir ma table d'inventaire et que je vais directement dans le data model, là je vais reprendre un petit peu pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Dans PubSync, on a reçu une update. Ouais. Ça, c'est l'update où on voit que T008 est maintenant passé à 1132. Snowflake va recevoir ça directement. Là, si on va dans Snowflake et qu'on regarde dans la table, voilà. Donc, on est passé de 50 lignes à 51. Ce qu'on a reçu, c'est cette fameuse update. Cette fameuse update, elle est juste là. Donc, on la voit sur notre ligne 1. On a donc notre item T008, un puzzle, qui est passé à 1132. On va aussi aller regarder côté Atio. Côté Atio, nous avons maintenant plusieurs lignes, et sur ces lignes-là, on peut voir notamment que on est passé en statut reçu. On va aller voir directement, côté opérationnel, à quoi ça ressemble. On a reçu la data, on a les dynamic tables qui vont faire leur travail, ouais. Et on va passer directement sur notre petit inventory tracker. Donc notre inventory tracker, hop, là, il a reçu la nouvelle donnée. Donc ce qu'on peut voir, c'est déjà que la quantité disponible, elle, est mise à jour. 1132 unités maintenant, ouais. Exactement. Ce qu'on a mis à jour directement tout à l'heure dans le produit AS400. Et à côté de ça, on a une nouvelle commande. Donc nos toycar T001, qui est la commande que j'ai passée en statut ici tout à l'heure. Les deux sont maintenant marqués en stock suffisant. Et là, en fait, c'est vraiment, on a cette espèce d'expérience complète de je suis passé d'un produit, d'un CRM, mon analytique a été capable de livrer un produit data avec une très très forte valeur ajoutée, parce que c'est quelque chose qui peut se distribuer jusqu'à l'opérationnel. On peut le regarder aussi bien le lendemain quelles étaient les commandes out of stock, le jour même quelles sont les commandes en risque d'out of stock.
Et surtout, en fait, on est dans l'update continu. C'est-à-dire que on peut mettre à jour les stocks, on peut faire vraiment prendre les actions, voir le résultat de ces actions, et surtout voir les actions à prendre. Tu rends un peu concret ce concept d'opérationnel. Donc les opérations, concrètement, c'est-à-dire que tu vois ton stock en temps quasi réel et que tu peux prendre une action quand tu n'as pas assez de stock, dans ce cas-ci, commander un peu plus de stock. Tu fais aussi bien le reporting, donc cet aspect, la data pour le consommateur assez transverse finalement, que ce passage à la valeur ajoutée un peu plus longue, qui est en fait aller prendre une action sur la data. Ouais. Merci beaucoup pour la démo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'intégration entre PopSync et Snowflake? Quelles features vous supportez? Est-ce que c'est un outil qui travaille bien avec Snowflake? Oui, nous, parce que déjà d'une part on se base sur les API qui sont vraiment conçus à cet effet de la part de Snowflake. Snowflake Streaming, hein, concrètement, avec Kafka Connector. Exactement, exactement. Donc ça permet déjà d'avoir cette première gestion de schéma côté PopSync et cette deuxième gestion de schéma côté Snowflake. On a plusieurs manières de mettre à jour les tables de CDC, donc les tables dynamiques, celles qu'on a vues dans cette démo. Il y a aussi une manière un peu plus ad hoc, donc vraiment à la demande, qui est celle des merges, donc, qui permet en fait là encore de manière complètement incrémentale, de mettre à jour des tables à la demande, donc très très adapté à des cas d'usage plus reporting et vraiment incrémental, et surtout très très bien pour le replay et le time travel, donc reconstruire l'état passé d'une table à un moment donné. Ce qui est tout à fait possible avec la capture de changement, parce que en fait on a vraiment cette historique des changements qui permet de revenir sur un instant T. Ici tu as mis à jour un stock, mais tu n'as pas écrasé le stock précédent dans Snowflake, vous avez historisé le changement. Exactement, tu as une table de changement et une table d'état, donc tu peux vraiment te voyager entre les deux. D'accord. Pour prendre un petit peu de recul et connaître un peu ta perspective toi en tant que CEO, j'aimerais savoir ce que vous voyez venir sur le marché, donc de la réplication, des ETL en général. Quels sont les mouvements que vous voyez venir sur le marché sur les prochaines années, je veux dire? Je pense que le marché restera quelque chose qui aura toujours plusieurs vitesses. Aujourd'hui, on croise encore des outils qui ont 10, 15, 20 ans sur le marché du transfert de données. Ils marchent. Ils ont encore leur fonction et c'est très bien. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont aussi très peu compatibles avec les usages modernes de la data. Tout ce qu'on vient de faire, en fait, c'est pas vraiment faisable avec des outils un petit peu legacy. Donc, il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer pour moi. C'est vraiment déjà le transport de données est en train de se mettre à jour vis-à-vis des attentes modernes de la donnée. Donc, on voit que cette intégration entre le critique et la data est vraiment en train de se faire. En fait, c'est la donnée devenue critique. Dans les ambitieux, la gestion des stocks, par exemple, c'est critique pour une boîte de logistique. Exactement. Et ça se merge avec une plateforme de data comme Snowflake. Exactement. Et en fait, c'est là où Snowflake fait aussi très bien les choses, c'est que on voit un effacement de l'orchestration. Dans ce qu'on a fait là, à aucun moment on est venu déclencher un DAG, donc une chaîne de dépendance telle qu'on les a dans beaucoup d'activités data. Pour moi, l'orchestration, c'est vraiment une activité qui aura de toute façon toujours sa place dans la stack data, mais qui ne l'est pas forcément au niveau critique. Avec les tables dynamiques, on a une update continue, on est vraiment poussé par l'excellence au niveau du consommateur, on est poussé par l'efficacité au niveau du producteur, et en fait, un des gros jobs au niveau de la donnée, de l'ingestion, au niveau du data warehouse, c'est comment est-ce qu'on joint les deux bouts, comment est-ce qu'on arrive à parler aussi bien à la DSI que à servir les cas d'usage consommateur. C'est quelque chose qu'on voit changer, donc je pense à des orchestrateurs on-prem qu'on installe chez le client et qui viennent déclencher des jobs sur Snowflake, et c'est souvent un bottleneck en fait, dans le sens où ça ralentit les traitements, ça rajoute des coûts, ça rajoute de la complexité parce qu'il faut quelqu'un pour gérer cet orchestrateur, et en plus on n'est pas capable de faire ce que tu viens de montrer au final, où tu mets à jour ton AS400, tu mets à jour ton CRM, les deux vont changer, tu viens faire une jointure sur tes deux tables, tu viens afficher ça dans un front-end. Si tu dois orchestrer ça avec un orchestrateur qui le fait toutes les heures, c'est juste pas possible en fait, ça tient pas la charge. Oui, en fait, tu as un outil supplémentaire, tu as un travail supplémentaire, parce que, comme tu l'as dit, hein, il y a un vrai boulot derrière. Et en fait,
t'as beau essayer d'aller plus vite, T'atteins un plafond. Il y a un plafond, il y a un coût, et puis alors que quand tu fais du continu, t'es à la minute, t'es à la seconde, en fait c'est tellement rapide qu'on s'en fiche. Nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec les Dynamic Tables. On les met beaucoup en avant, je teste beaucoup avec des clients, je remplace des traitements qui se basent sur des nerfs, sur des orchestrateurs par des tables dynamiques, et voir que vous, du côté Bobsync, vous êtes capable de résoudre ce problème d'intégration de système on-prem que nous, on n'est pas vraiment capable de traiter. Aujourd'hui, quand on nous demande d'intégrer un S400, on n'a pas de réponse. Voir qu'on peut faire ça ensemble, je trouve que ça ouvre plein de perspectives sur l'avenir. Donc, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui, et c'est avec plaisir qu'on se revoit bientôt pour implémenter ça chez les clients. Merci beaucoup de m'avoir reçu, et avec plaisir. Merci.